Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Alexis Salmon-Le Gagneur, directeur général d'Algeco. Bonjour. Merci beaucoup Alexis Salmon-Le Gagneur d'avoir accepté notre invitation dans On se dit tout. On va parler évidemment de la marque Algeco, pionnier dans la construction modulaire. Mais le principe de l'émission veut qu'on parle de vous d'abord, de vos passions, de ce qui vous a construit, de ce qui vous motive dans la vie. Quelles sont vos passions dans la vie ? Écoutez, ce qui me passionne sur le plan professionnel, en tout cas, c'est l'univers des services, avec cette double relation que j'ai toujours rencontrée, à la fois avec des clients partenaires, des clients avec lesquels on développe une relation commerciale compétitive, et puis des clients consommateurs, usagers, utilisateurs, occupants, dans le cas qui nous intéresse, de bâtiments. Qu'est-ce que vous avez dans cette relation, en fait En fait, on a à la fois une relation commerciale d'un côté, et puis une relation, en fait, on va chercher le bien-être, le confort et la confiance avec le client finalement. Dans la vie, vous avez été officier sous-marinier également dans la Marine nationale. Absolument, oui. C'est une période qui m'a passionné, et donc j'ai passé 1 an et demi dans la marine avec 3 plongées à bord de 2 sous-marins nucléaires. Donc c'était une belle période. Vous étiez à Brest ? J'étais basé à l'île Longue. À l'île Longue, là où il y a le fameux SNLE. Exactement. Sur le redoutable. Voilà, bravo. Je l'ai visité, c'est rare. C'était extrêmement rare. Donc 1 an et demi dans l'armée. Pourquoi c'était par choix un engagement ? C'était un service long, en fait, qui permettait d'accéder justement à ce type de format où on pouvait être embarqué à bord d'un bâtiment pendant suffisamment longtemps pour... C'était pendant la première guerre du Golfe, donc ça donnait un petit cachet particulier. Effectivement. Qu'est-ce qui vous en reste de cette expérience aujourd'hui ? Écoutez, en fait, le goût au départ de rentrer dans une entreprise à taille humaine pour finalement, un peu comme dans un sous-marin, en fait, on est 150. Ouais. C'est vrai que le parallèle avec les constructions modulaires, bon, n'allons pas jusque-là, mais ça reste un endroit un peu confiné. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Passons justement alors, vous êtes leader mondial de construction modulaire, utilisé pour des cantonnements, des bureaux, des écoles. Aujourd'hui, ces constructions modulaires ont beaucoup évolué. Algeco a été pionnier d'ailleurs en la matière. Est-ce que les constructions d'origine sont toujours les mêmes aujourd'hui ? Écoutez, Algeco, c'est une société qui a été créée dans les années 50, qui a inventé le concept de construction modulaire et qui l'a réinventé en permanence depuis pour développer de nouveaux usages. Donc ça a commencé avec ce qu'on appelle les bungalows de chantier, ce qui s'appelait les bungalows de chantier, puis vers les écoles, les bureaux, et donc on les trouve maintenant, ces applications, dans tous les secteurs de l'économie. En fait, on accompagne toutes les entreprises et les collectivités qui se transforment et qui, à un moment donné, ont besoin de mètres carrés pour faire face à une période de travaux, une période de changement, une période de développement, et à l'inverse, une période de contraction d'activité éventuelle, puisqu'on peut ajouter ou enlever de la surface en fonction des besoins. La construction modulaire permet aussi de livrer des bâtiments rapidement, à un moindre coût. Alors c'est plus rapide, c'est moins cher et c'est plus écologique. Ouais. Plus écologique, alors dans quel sens ? Alors en fait, le concept d'un bâtiment modulaire, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est un bâtiment qui est construit à partir d'éléments préfabriqués. Ces éléments préfabriqués, ils sont juxtaposés les uns à côté des autres, ils sont superposés, on peut aller jusqu'à 5 étages, ils sont ensuite raccordés, l'eau, l'électricité, ils sont équipés de tout ce qui va bien pour être prêts à travailler. Donc généralement, ils sont déployés pour une période de 1 à 2 ans, ce qui est la durée classique d'un besoin. D'accord. Après, ils sont démontés, transportés, et donc ils servent à d'autres, et après ils servent à d'autres usages. Donc si si on dit qu'un bâtiment modulaire a une durée de vie de l'ordre de 20 à 30 ans, ce qui est à peu près la moyenne du secteur, on voit qu'ils peuvent enchaîner jusqu'à une vingtaine de vies finalement, une vingtaine d'usages. Et donc là on voit qu'on est au cœur de l'économie circulaire, si je puis dire, sans jeu de mots, puisqu'il faut imaginer que ces bâtiments vont avoir plusieurs vies, et donc on pilote des boucles de services successives qui permettent de faire durer ces matériels. Alors, on les fait durer, ça veut dire qu'on les entretient entre chaque contrat. Ils sont reconditionnés, rénovés, réparés, rénovés. Et en bout de cycle, recyclés. Et en bout de cycle, recyclés et valorisés. On recycle jusqu'à 96% finalement de nos composants. Et chaque composant, après chaque contrat, est démonté, rangé, etc. Ce qui permet d'avoir une approche très, très écologique finalement,
très respectueuse de l'environnement. Vous avez des clients en France, des clients dans le monde aussi, j'imagine. Alors Algeco, oui, c'est la filiale française d'un groupe plus Oui. vaste dont le siège est en Angleterre, mais les besoins effectivement sont les mêmes dans beaucoup de pays dans le monde en fait. La grande différence, c'est que par exemple aux États-Unis, beaucoup de modules sont en bois. Dans les pays nordiques, ils sont également avec des ossatures en bois. Pour la partie Europe continentale, on est plutôt avec des ossatures en acier galvanisé. Pour quelle raison? Pour une question de coût et d'approvisionnement? C'est l'historique pour l'Europe, et pour les autres, Ouais. c'est effectivement parce que le bois était le matériau le plus présent. Ouais, et sur place dans les pays qui l'utilisent, j'imagine. En février dernier, vous avez livré une école à Villeurbanne, et une école qui est vouée d'ailleurs à accroître avec plusieurs autres bâtiments. C'est le premier bâtiment qui est conforme à la réglementation environnementale 2020. Là, ça sera pérenne? Alors, la réglementation environnementale 2020, c'est un choc énorme pour l'ensemble de l'univers de la construction, que ce soit la construction traditionnelle, la construction préfabriquée, en bois, en acier, en métal, dans toutes les constructions. En fait, on est monté de plusieurs crans par rapport à la réglementation thermique 2012, la réglementation précédente, avec des objectifs en termes de carbone, en termes de consommation d'électricité, etc., qui sont très, très... D'isolation, j'imagine. Voilà, tout ça est... Et alors, Algeco était le premier à mettre sur le marché finalement un bâtiment conforme à cette réglementation environnementale 2020, qui s'appelle le Progress 20, et qui a séduit plusieurs collectivités qui en ont profité pour installer, déployer des groupes scolaires, dont la mairie de Villeurbanne, donc que l'on remercie à cette occasion-là, donc qui a donc installé tout un campus scolaire avec cette offre de modules Et pour les mairies, c'est aussi à moindre coût, j'imagine. Pour les budgets, c'est aussi intéressant d'avoir ce... Alors les mairies, elles sont confrontées souvent à un défi dans cette période de début d'année, finalement, qui est d'aller vite pour, finalement, au mois de septembre, quand la rentrée scolaire approche, déployer 1, 2, 3, 4, 5, 10 salles de classe supplémentaires, des groupes scolaires complets quand c'est nécessaire, pour faire face soit à des périodes de travaux, soit à un changement de démographie dans la commune, parce que voilà, les quartiers bougent, et donc parfois c'est dans tel arrondissement qu'il y a des besoins, l'année d'après ça va être celui d'à côté, et donc il faut être prêt à s'organiser. Donc dans le cas qui nous intéresse, là il y avait un espace disponible finalement, qui n'était pas utilisé en termes de surface, sur lequel la mairie a pu décider d'installer cette école. Et alors, grande question, l'esthétique. C'est vrai que ça répond à des besoins classiques de construction, mais quid de l'esthétique? On a l'impression que c'est souvent un frein aussi à installer ce genre de construction dans l'espace public. Là aussi, la marque a fait beaucoup de progrès. Alors d'abord, on a effectivement une trame modulaire qu'on oublie de plus en plus à travers les bâtiments qu'on installe, mais on peut également tout cacher avec des bardages, des choix de matériaux, des adhésivages. Et donc chaque client, en fait, en fonction de ses budgets, de ses stratégies d'image et de ses publics, finalement, décide d'habiller son bâtiment modulaire pour justement faire oublier le côté modulaire. Quand on est à l'intérieur de ce bâtiment, on oublie totalement. Voilà. On n'a plus l'impression d'être... On oublie totalement, on a les mêmes baies vitrées, on a les mêmes... En fait, on est aussi bien que dans un bâtiment classique, si je puis dire, avec les mêmes niveaux de confort, d'isolation, de chauffage, d'acoustique. Quid de la main-d'œuvre, il faut des bras pour mettre en place ces constructions modulaires. Est-ce que ce secteur subit la même crise que dans le bâtiment, par exemple, où il est compliqué de trouver des personnes qualifiées pour les mettre en place? C'est vrai, c'est un challenge de trouver des personnels pour travailler dans nos sites. Alors, nous, on a une usine d'assemblage dans le Jura, au nord de Bourg-en-Bresse. On a 23 centres de services partout en France qui nous permettent d'être au plus proche de nos clients et puis de faire tout ce travail de réparation, de rénovation, de reconditionnement. Plomberie, électricité, enfin voilà. Exactement, et donc on a développé un centre de formation Algeco, dans le Jura, justement, dans lequel passent nos électriciens, nos plombiers, etc., pour justement travailler cette filière de formation et faire de nos personnels des personnels techniques, finalement, et capables d'entretenir et de développer la marque. Et dans les modes de recrutement, quelles sont les valeurs de la marque? Est-ce que la diversité compte aussi? Quelles sont les valeurs qui vous portent en matière de recrutement? Alors, en matière de recrutement, je dirais que oui, la diversité, elle est présente, peut-être un peu moins, pour être franc, dans les ateliers de production que dans les métiers plus... mais on est à 40-60 en termes de répartition hommes-femmes sur ce critère-là. On va passer à la question d'une grande école, la question de l'ESCP aujourd'hui. Pour vous, monsieur Alexis Salmon, le gagnant, et c'est juste après le jingle.
La question de l'ESCP pour vous, Alexis Salmon, le gagneur. Quelles sont les valeurs qui représentent le plus votre entreprise et comment se traduisent-elles concrètement? Alors les valeurs, oui, c'est un sujet qui est intéressant. C'est un sujet qui est intéressant parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire une valeur concrètement? Ce sont des principes qui régissent les comportements qu'on a dans l'entreprise, ou alors, en tout cas les comportements qu'on attend des collaborateurs, des collaboratrices. Chez Algeco, on a 4 thématiques sur lesquelles on est très actif. La première, c'est la sécurité. La sécurité de nos clients bien sûr, ça paraît évident, mais également de nos salariés, ça c'est encore plus évident, des intérimaires, des sous-traitants, bref, de tous ceux qui travaillent dans notre écosystème. Et donc la sécurité est la première de nos valeurs, avec des plans d'action très pointus sur pointus. ces aspects-là. La deuxième, c'est l'esprit d'équipe. En fait, nous sommes 1000 en France, répartis sur 25 sites, et chaque site est responsable de A à Z, c'est-à-dire du devis, à l'encaissement de sa facture, en passant par la préparation du bâtiment et la réalisation du chantier, de l'ensemble de la promesse faite au client. Donc en fait, on a besoin que dans chaque entité, cet esprit d'équipe fonctionne pour livrer le client dans les meilleures conditions possibles un bâtiment qui soit fonctionnel. Ensuite, je dirais la remise en question permanente, c'est important pour nous parce qu'en fait, on livre 10 000 bâtiments par an. Chaque bâtiment est construit à partir de modules préfabriqués, ça je l'ai déjà dit, mais ils sont à chaque fois uniques parce qu'ils répondent à un besoin sur mesure. Spécifique, voilà. Un besoin spécifique. Et donc, on doit à chaque fois s'organiser pour être créatif et pour remettre en question finalement le savoir-faire. Ce travail de conception modulaire et d'adaptation, il se fait évidemment au niveau informatique. Il y a cette grande question de l'intelligence artificielle. Vous l'avez intégré, ça, encore, ou pas du tout? Alors, on commence. On est tous équipés, les salariés, d'un copilote dans notre suite logicielle qui nous permet déjà de nous initier chacun à l'utilisation de l'IA dans nos travail quotidien. Je dirais, on est au tout début. On est au tout début, mais c'est une opportunité. Oui. C'est une opportunité, oui, d'efficacité pour toutes celles et ceux qui sont devant l'ordinateur à concevoir. Voilà. La question de Deloitte à présent, question d'une grande entreprise innovante, c'est tout de suite après le jingle. La question de Deloitte, cabinet d'audit et de conseil, qui fait partie des Big Four, les 4 plus grands cabinets d'audit au monde. Quels sont vos engagements en matière de RSE et comment est-ce que vous les portez au quotidien? Alors, c'est un sujet qui est important. Avant de répondre à cette question-là, je voudrais juste revenir sur ce que j'ai déjà dit, mais pour redonner le contexte. En fait, notre raison d'être, c'est de concevoir et d'installer des bâtiments dans lesquels on étudie, on vit, on travaille, etc. Et comme je l'ai expliqué, donc, nous sommes des spécialistes de l'économie circulaire. Donc, cette économie circulaire, elle fait partie de l'ADN Algeco. Dans ce contexte-là, notre activité, elle a un impact sur le climat, sur l'environnement. Et donc, on a pris des engagements qui sont à la fois quantifiés, qui sont échéancés et qui sont surtout audités par PwC notamment, puisqu'en fait, dans le cadre de notre financement, on a des financements dont les taux d'intérêt sont assis sur une note environnementale. Donc on a des emprunts verts en quelque sorte. D'accord. Donc nos engagements, plus précisément maintenant, plus vous êtes vertueux, moins le plus on est vertueux, moins ça coûte. Moins ça coûte. Exactement. Donc ça c'est très important. Donc on est très motivés, on est encore plus motivés. On est encore plus motivés. Les échéances et les ambitions sont tenables? Alors elles sont tenables. En fait, on vise évidemment la neutralité carbone comme beaucoup d'entreprises à l'horizon 2050, mais ça c'est très loin. Plus proche de nous, on a démarré en 2020. Et on a une première échéance très importante en 2025, dans laquelle on veut réduire de 10% nos émissions de carbone par module. Et donc, on a plusieurs types d'engagements. Donc, premier engagement, c'est la sobriété. Réduire les kilométrages, les carburants par kilomètre, réduire la consommation de gaz sur l'ensemble de nos sites. Donc, la sobriété, c'est extrêmement important. Ensuite, l'électrification de la flotte. Alors, la flotte de véhicules, ça c'est relativement facile pour les voitures, mais je pense aussi à toute la flotte de nos chariots élévateurs. Dans tous nos centres de service, on a des chariots élévateurs de différentes capacités. Et donc là, il faut les faire passer soit au biogaz, soit à l'électricité pour avancer vers cette neutralité carbone. On utilise 70 000 camions par an. Oui, j'allais dire le transport de toute cette matière. Donc 70 000 camions par an sur les routes en France. Et donc là, nous sommes en partenariat très, très pointu, en fait, avec des prestataires qui ont une couverture nationale et qui eux-mêmes sont engagés
avec du biocarburant, avec, avec toutes les actions qui permettent de réduire l'empreinte carbone de ces... J'ai parlé de la sécurité qui est très importante, parce que ça, notre objectif, c'est de réduire de 20% le nombre d'accidents par an. Donc c'est un chemin qu'on a déjà... Quelle est la moyenne grosso modo des accidents? C'est comme dans le bâtiment, j'imagine, c'est les mêmes risques. On les compte sur les... En fait, les accidents, on a eu l'année dernière 13 accidents du travail sur l'ensemble de la France, avec plus de 1000 personnels. Donc c'est moins que l'année précédente, et on vise encore moins en 2024. En tout cas, on veut réduire de 20% par an cette sécurité. Ces accidents et cette sécurité. On va passer à la question de l'hémicycle, si vous le voulez bien. Cette fois, c'est vous qui allez poser une question, ou peut-être faire une réflexion. C'est comme si vous étiez à l'Assemblée nationale. Vous avez 1 à 2 minutes pour interpeller nos politiques, et ce sera face caméra, juste ici. Ce n'est pas une question, mais c'est plutôt une proposition. Une proposition pour déployer des solutions d'hébergement d'urgence, finalement, pour des publics fragiles, qui peuvent être soit, je pense à des sans domicile fixe, soit des migrants, ou des solutions également pendant les catastrophes naturelles, les inondations diverses et variées. On a des pays, je pense à l'Allemagne en particulier, que nous connaissons bien chez Algeco, qui sont très avancés sur ces thématiques-là. Pourquoi pas en France? C'est pas le cas en France encore. Il y a eu des constructions temporaires qui ont été faites pour les migrants notamment. Très peu. Trop peu encore. Non, on le voit bien à Paris. Hein, c'est assez... Et souvent, c'est problématique pour trouver aussi un lieu où pouvoir mettre ces constructions modulaires quand on a besoin de les héberger. Donc pour vous, donc, on a bien compris votre message pour avoir recours plus à ce type de construction. À l'instar d'autres pays qui ont été un cran plus loin pour ces publics fragiles. Pour ces situations de migration, pour ces situations d'urgence. Ouais, alors, pardon, public fragile, les étudiants aussi, parce qu'on voit que de plus en plus d'étudiants ont du mal à se loger. Ouais. Ça peut faire aussi partie de ces constructions d'urgence, parfois c'est possible. Pour ces personnes-là. Merci beaucoup Alexis Salmon-Le Gagneur d'être venu dans On se dit tout. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission, et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro. En attendant, vous pouvez nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.